Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de Vie ma vie avec des femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est ravis d'être à La Rochelle et de recevoir 4 femmes entrepreneurs qui chacune, à leur manière, ont décidé de façonner leur propre chemin et toujours avec cette envie de liberté et de montrer que c'est possible. Alors aujourd'hui, pour cette table ronde, j'aurai le plaisir d'échanger tout d'abord avec Carole Gola, qui est consultante en transition des systèmes d'information et coprésidente du réseau TEF du département, et on en parlera ultérieurement. Laurence Gatté, ensuite, qui est ostréicultrice au Boucholeur. Maria Gauthier, cofondatrice de la brasserie La Benaise. Et enfin, Nathalie Courrèges, chef d'entreprise de la moutarderie-confiserie de la Nouvelle-Aquitaine. Et bien c'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Donc moi je suis Nathalie, j'ai repris il y a 3 ans une entreprise qui existait déjà, qui était en activité. Donc la moutarderie, qui à l'époque s'appelait la moutarderie charentaise, qui est située loin de La Rochelle, enfin à 1h15 de La Rochelle, voilà, et moi je suis rochelaise. Qui a une activité effectivement de moutarde et de confiserie, créée dans les ateliers effectivement à Gourvillette. Parfait. On va revenir bien évidemment là-dessus, mais avant ça, tu faisais autre chose. Pendant 14 ans, Oui. tu étais déléguée générale de l'ARIA, l'Association régionale des industries alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler de, peut-être pas toutes les 14 années, mais quand même de ce que tu as pu faire là-bas Donc en fait, l'ARIA était un réseau, donc, un réseau de chefs d'entreprise agroalimentaires sur une région, donc une ex-région, Poitou-Charentes. Donc j'ai fait les frais de cette réforme territoriale et du tout à Bordeaux. Donc j'ai été licenciée. Ouais. Enfin, j'ai dû me licencier et licencier voilà, mes collaboratrices. Nous étions 5 à l'époque. Voilà, et rebondir effectivement après ce licenciement. Donc pendant 14 ans, en fait, j'étais de l'autre côté, j'accompagnais les entreprises dans leur développement économique. Ouais, c'est ça. Et il y avait une centaine d'adhérents dans cette Une association. centaine d'adhérents, une centaine d'entreprises sur le Poitou-Charentes qui adhéraient à ce réseau. Et pour revenir sur ce qui était dit au début de cette table ronde, il y avait à peu près 5 femmes chefs d'entreprise. Sur les 100. Sur 100. J'avais péniblement, ce que j'allais les chercher, 2 femmes au conseil d'administration et 1 au bureau. Voilà. J'ai pendant 14 ans fait beaucoup de réunions avec que des hommes. Voilà, parce que les réunions étaient tard le soir, donc voilà, la mixité n'était pas encore, et la parité n'était pas de mise, et c'était il y a 3 ans, quoi, voilà. Ça n'a pas beaucoup évolué, hein, quand j'entends les chiffres, je pense que ça dépend de quel secteur on parle. Voilà. Dans le secteur agroalimentaire, même si ça a un peu évolué, je pense qu'on est dans des métiers un peu techniques où effectivement il y a encore beaucoup d'hommes à la tête effectivement de ces entreprises. Oui, bien d'accord, il y a encore un peu de travail à faire. Oui, tout à fait. Tu retiens quoi de ces 14 années passées à l'ARIA? C'était super. Ouais. C'était du bonheur. C'est très agréable parce que j'ai rencontré en fait plein de chefs d'entreprise, donc ils m'ont donné envie en fait. C'est eux qui m'ont donné cette envie un peu de les imiter, enfin d'essayer au moins de les imiter. Je suis pas sûre d'y être arrivée encore. Donc ils m'ont donné cette envie-là. C'était un réseau, donc je rencontrais plein de gens. Donc les chefs d'entreprise, 2 effectivement les autres associations, les institutions. Nous sommes aussi beaucoup allés à l'étranger, on avait des missions à l'international. Les clients aussi, qui sont aujourd'hui aussi mes clients, donc la distribution, les épiceries, les salons. Enfin, on a fait effectivement. J'avais un métier passionnant et simple, si on fait un parallèle par rapport au métier d'aujourd'hui de chef d'entreprise. C'est vrai que c'était facile parce que tous les mois tombait un salaire et c'était simple. Voilà, ça c'était simple par rapport à un métier de chef d'entreprise, mais c'était une super expérience, mais qui m'a donné par contre l'envie de faire la même chose. Et complètement, parce que 6 mois après ton auto-licenciement, on va appeler ça comme ça. C'est bizarre de dire ça comme ça. Auto-licenciement imposé quand même. Exactement, quand même costaud j'imagine. Costaud, ouais. T'es 6 mois plus tard, tu as repris pour Cool justement cette entreprise qui était celle d'un ancien adhérent. Un ancien adhérent, tout à fait, qui était en vente depuis quelques temps, qui n'arrivait pas en vente, certainement parce qu'il était très éloigné dans la campagne. Ouais. Moi, j'avais vu que le type de produit qu'il proposait pouvait correspondre sur des marchés à l'international. Donc voilà, donc ça me parlait. C'est des produits qui me plaisaient, où on pouvait effectivement évoluer sur des saveurs. Donc j'ai commencé les négociations avec lui et donc 6 mois après, j'ai pu acquérir cette entreprise. Donc là, effectivement, c'est différent. On n'est pas sur une création, donc on est
sur une reprise, donc il y a un coût d'achat de ce qui existe déjà. Donc moi, je me suis plombée direct au niveau des crédits et des emprunts. Donc j'ai de suite dû aller voir les banques et entendre les premières remarques désagréables, dont une dont je me rappellerai, je crois, toute ma vie, où on m'a dit « mais votre mari ne peut pas vous prêter d'argent ». Voilà, donc ça c'est terrible, je trouve, mais c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans. Hein. Voilà. Donc c'est encore très récent. Voilà, donc un combat, c'est un vrai combat. Donc moi je crois que ce que disait Maria, en fait, quand on veut créer, enfin ou reprendre, quand on a une envie, qu'on est porteur d'un projet, en fait on y croit en son projet et on y va. Donc et ça c'est important, et je crois qu'il y a plein de barrages, en fait, plein de choses ou plein d'alertes qui nous disent d'arrêter, et en fait on y va quand même, et ça c'est bien. Et je crois qu'il faut effectivement vraiment oser, et à mon avis il faut oser très tôt. Enfin, c'est aussi le conseil que moi je donnerais plutôt aux collégiennes et lycéennes, c'est oser très tôt, parce qu'il y a moins de risques à mon avis si on ose tôt, parce qu'on n'est pas installé entre guillemets dans une vie, donc on n'a pas de charge financière déjà existante, et on peut rebondir sur autre chose après. Donc je pense qu'en France il faut vraiment qu'on apprenne aux élèves à oser très tôt. C'est tout l'objectif de justement ces échanges, et donc merci de le dire à haute voix. Comment ça se passe, donc la motarderie, tu disais, donc la production est sur place, tu rachètes donc une marque, une production, ça représente quoi à ce moment-là en termes de quantité de production, aussi de chiffre d'affaires, si on peut en parler? Oui, on était, à ce moment-là, il y avait 350 000 euros de chiffre d'affaires, on va arriver à 500 000 euros à peu près. En production, en fait, c'est différents ateliers, parce qu'on avait la partie moutarde que l'on broie, donc que l'on transforme et que l'on aromatise. On a la partie huile que l'on conditionne et que l'on aromatise, une partie vinaigre, enfin donc sur des condiments, avec des développements sur des nouveaux produits à venir. On a un atelier plus sur les parties caramel, mais avec, pour simplifier, deux parties, une partie en bonbons et une partie effectivement en crème. Voilà. Et une partie confiture qu'on a développée en rachetant effectivement une autre entreprise juste avant la pandémie de confiture, donc pour nous développer. Voilà, donc on a 3 ateliers très différents. Donc, alors ça fait des tonnages un peu différents sur chaque, des petits bouts de tonnage, parce que c'est quand même une petite entreprise, des petits bouts de tonnage sur chaque atelier, mais des ateliers très spécifiques. Ça nous fait aussi beaucoup de productions un peu différentes. Et puis avec un souhait, moi, quand j'ai repris cette entreprise, d'acheter des matières premières locales dès que je le pouvais. Donc effectivement à mes anciens adhérents pour certains, mais de ramener effectivement un maximum de local dans nos productions. Complètement, l'importance du local. Oui, tout à fait. Et donc, oui, parce que tu parles donc de la confiserie, mais que tu as racheté un an après avoir acheté. Oui, alors un an après, en fait, mon conjoint est venu me rejoindre dans l'aventure. Et donc, pour pallier à son arrivée, il fallait ramener du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, on a racheté effectivement une entreprise de confiture qui était aussi à une de mes anciennes adhérentes, femme, effectivement. Et donc, on a racheté cette entreprise qu'on a ramenée effectivement lors du premier confinement, parce qu'on n'avait pas de grand-chose d'autre à faire. Donc, on a ramené les ateliers, on a mixé en fait tous nos ateliers. Et donc, on a développé en fait cette nouvelle gamme de confitures sur nos circuits de distribution. Et où j'étais aussi, avant de reprendre cette partie confiture, l'entreprise que moi j'ai reprise, que j'ai rachetée, était exclusivement féminine. C'est-à-dire que malgré tout, c'était un homme qui la tenait, mais les salariés n'étaient que des femmes. Et donc pendant effectivement 1 an et demi, j'ai dirigé une entreprise que de femmes. Et je trouvais ça très sympa, parce que c'était quand même des métiers assez manuels. Mais c'est vrai que ça me plaisait assez. Bon, maintenant, la parité est revenue. Dans l'entreprise, mais on a eu 1 an et demi que de femmes. Ça changeait de l'aria ça me changeait complètement l'aria, oui. Et t'en as parlé un peu, mais du Covid, forcément. Pour le coup, toi, en 3 ans, il y a eu les Gilets jaunes et le Covid. Oui. Et vous êtes toujours là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ces périodes-là aussi, parce que... alors c'est compliqué, parce que moi j'ai repris en juillet, les Gilets jaunes sont arrivés en septembre, ça a bien bloqué nos circuits de distribution en fait sur cette fin d'année, donc voilà, c'était un peu difficile. Et après effectivement est arrivée cette pandémie où là, je me rappellerai toujours le premier confinement où j'ai fermé le portail de l'entreprise en pleurant et en me disant mais est-ce que je vais rouvrir un jour, en mettant effectivement les salariés au chômage. Voilà, donc, et puis, 15 jours après, on est reparti.
Mais on a tenu, mais c'est pas facile. Et puis malheureusement, alors je pense que la pandémie, enfin j'ose espérer que la pandémie tire vers la fin, mais aujourd'hui on va subir autre chose, hein, qui sont des pénuries sur des emballages, des matières premières. Et au-delà des pénuries, on va subir des hausses en fait. Hein, donc voilà, donc c'est des hausses, ça veut dire effectivement des charges supplémentaires pour l'entreprise. Donc des calculs de prix, des calculs de coûts, enfin voilà, des baisses en investissement ou en évolution. Voilà. Donc c'est aussi ça la vie d'un chef d'entreprise. Et tout à l'heure quand je disais salarié c'était super parce que je dormais tranquille, parce que c'était simple. Là effectivement, ce que je te disais au téléphone, les journées sont passionnantes. Hein. J'adore mes journées, je déteste mes nuits en fait. Hein, parce que les nuits, mon cerveau travaille et je ne dors pas. Voilà, et j'ai des nuits très très agitées parce qu'en fait on se demande toujours comment on va faire. Voilà, donc c'était effectivement plus simple quand on est salarié où les nuits sont plus sereines en fait. Voilà, donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est la difficulté, je pense, on n'est pas assez en avant aujourd'hui. Les chefs d'entreprise, alors masculins et féminins, hein, c'est vrai, surtout sur des plus petites entreprises où ils ont tout investi, tout leur argent, l'argent souvent de leur famille aussi. Hein, et c'est dire qu'il y a effectivement pas mal de charges à supporter et surtout en plus quand on a des salariés. Moi, en fait, dans mon cas, on fait vivre aussi d'autres familles hein, qui dépendent de nous, quelque part. Hein. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 3 salariés. Okay. 3 salariés, donc, et donc on veut aussi réussir pour eux. Pour qu'eux soient tranquilles, en fait, puissent dormir tranquilles. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors autant c'est passionnant parce que nos journées sont différentes. Hein, donc on fait de la production, on fait de la recherche, tant sur des nouvelles recettes que sur des nouveaux packaging. On cherche des nouveaux clients, on a du contact clientèle. Voilà, enfin, on fait de la comptabilité, on fait de la ressource humaine aussi, on est aussi un peu assistante sociale. Voilà, donc tous les métiers que l'on peut faire, mais c'est passionnant. Et puis aujourd'hui, je gère aussi tout ce qui est appro, donc en voulant relocaliser les graines de moutarde autour effectivement de l'entreprise. Enfin voilà, il y a un panel très très important en fait de tâches. En fait, j'ai plein de piles et en fait mes journées sont très variées. Voilà. Il y a plein de to-do un petit peu partout. Et ça, c'est passionnant. Ouais, ça, c'est vrai que c'est passionnant. Et tu arrives à t'organiser et à gérer tout en même temps, justement. Comment tu fais ? Et comment, alors, il n'y a pas de journée type, j'imagine ? Non, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. Et puis, il y a des dossiers toujours plus urgents que d'autres. Donc, bien sûr, les réponses aux clients sont pour moi les plus importantes, vu que c'est plus moi qui vais gérer ça. Mon conjoint a plus géré la partie production, atelier. Donc, c'est moi qui fais malgré tout les plannings. Donc, j'orchestre effectivement les approvisionnements, les plannings. Et puis après, je gère les clients. Donc, non, il n'y a pas de journée type. C'est un peu... il y a des urgences et puis il y a des appels. Voilà, donc les dossiers qui repassent sur d'autres. Mais non, c'est effectivement passionnant parce qu'en fait, c'est nous aussi qui décidons. Malgré tout, ce qui est bien ce qui est mieux, en fait, en tête, être chef d'entreprise que salarié, c'est que c'est nous qui décidons. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment très, très... Ça a déjà été dit, mais je trouve ça très agréable. Après, si on se trompe, c'est aussi notre faute. Effectivement. Mais ça aussi, on l'assume, quoi. Ouais, on sait pourquoi, on sait pourquoi il y a un problème et c'est que ça vient de nous. Tu parlais de ramener les graines de moutarde pour qu'elles soient cultivées aux alentours, donc cette importance du local. Et on en avait parlé au téléphone, c'est que, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes disent, et en plus, depuis la pandémie, qu'on veut consommer local, consommer bio aussi. Mais au final, tu me disais que ça se ressent peut-être pas plus que ça en vente. Et donc les gens achètent pas plus que ça. Est-ce que tu arrives à l'expliquer ça aujourd'hui ou... alors, ce que les gens déjà ne comprennent pas, c'est que c'est pas parce que c'est local que c'est moins cher que si c'est industriel. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que parce que c'est fait à côté de chez eux, ça va être moins cher, ce qui n'est pas le cas. En fait, souvent, quand c'est industriel, c'est beaucoup moins cher parce que c'est fait à beaucoup plus grande échelle. Alors quand c'est importé, c'est encore moins cher parce que les normes et les exigences des pays et les exigences en termes de salaire sont différents que de ceux appliqués en France. Donc voilà, donc on n'est pas sur les mêmes niveaux d'exigence et d'imposition. Donc effectivement, un produit qui va être fabriqué chez moi ou une moutarde qui va être fabriquée en Pologne va être effectivement plus chère, même si elle est fabriquée à côté de chez vous, que si elle est fabriquée en Pologne, parce qu'elle va être fabriquée à très très grande échelle. Ouais. On ne sera pas sur le même produit au final. Voilà. Mais après, le consommateur, oui, il a envie d'acheter local, mais à un moment donné, quand il rebascule dans son quotidien, il a aussi, lui, une charge financière et il va
spontanément aller acheter des produits qui sont faits à plus grande échelle. Donc, sur du plaisir, il va acheter du local, et pas toujours. Alors ça commence à évoluer, on voit évoluer aussi des réseaux, par lesquels d'ailleurs j'ai rencontré Maria, des ruches qui dit oui, enfin des circuits de distribution comme ça un peu plus local, qui font que le consommateur a plus accès à ce type de produit, et pas que quand il va en vacances. Effectivement. Et on va parler aussi de l'importance du réseau pour le coup, parce que tu as été lauréate Réseau Entreprendre, c'est ça? Est-ce que là aussi tu peux nous en parler? Oui, alors déjà le réseau, moi c'était 14 ans de ma vie. Oui, pour le coup. Donc déjà j'étais un peu tombée dedans. Donc effectivement je trouve que le réseau est très très important pour les chefs d'entreprise pour pas qu'ils se retrouvent seuls. Moi j'ai connu des chefs d'entreprise en difficulté financière et qui effectivement on avait peur qu'ils se suicident tout simplement. Donc je pense que l'accompagnement humain est très très important. Donc les réseaux, voilà, je pense que c'est important de trouver le réseau qui nous correspond. Donc on a la chance effectivement qu'il y a beaucoup de réseaux, donc ça peut être Trajectoire au féminin, Bouge ta boîte, enfin on a cité. Donc moi effectivement je fais partie de Réseau Entreprendre et de Charente-Maritime Initiative. Donc Réseau Entreprendre effectivement, il y a toujours un chef d'entreprise qui nous accompagne pendant effectivement les 2-3 premières années, avec une réunion mensuelle avec ce chef d'entreprise en tête-à-tête en fait, donc vraiment sur le cœur de nos problématiques à nous. Et puis on a une réunion par mois avec d'autres créateurs et d'autres preneurs d'entreprise, où là on s'aperçoit qu'on a à peu près tous les mêmes difficultés, même si on est sur des métiers très différents. Et donc ça, effectivement, ça permet d'échanger. Donc ça me permet de voir qu'on n'est pas si mauvais que ça, et puis qu'en fait la difficulté qu'on a, c'est pas parce qu'on est mauvais, mais en fait on est plusieurs à l'avoir, que de rester seul. Après c'est difficile aussi parce qu'il faut avoir le temps de pouvoir prendre le temps, effectivement, de se rendre à ces réunions, d'échanger, voilà. Mais je trouve très important le besoin, et il y a une petite expression que j'aime bien, c'est de dire effectivement, je sais que si j'ai un problème, je sais qui je peux appeler, et j'ai comme ça 2-3 personnes conseillent, j'ai mes petits téléphones rouges, et si j'ai un problème marketing, commercial, juridique, j'ai toujours quelqu'un que je peux appeler et qui va me donner un conseil en fait. Ou s'il n'a pas la réponse, trouver quelqu'un et me renvoyer effectivement vers un bon interlocuteur. Donc ça c'est important parce qu'on déjà on gagne du temps. Complètement. Et ça c'est important. Et puis on a toujours des bonnes personnes et qui vont nous répondre aimablement en fait, qu'on ne va pas déranger parce qu'ils se sont lancés aussi dans ce bénévolat-là. Ils ont vécu ça. Mais effectivement, le fameux téléphone rouge. Mais ça, c'est très, très important et j'en abuse. Quelles sont les perspectives d'évolution? Est-ce que vous avez envie de développer sur d'autres... Alors, on a effectivement envie de développer, envie de poursuivre déjà, envie de développer. On voulait déménager. Alors, peut-être effectivement que la pandémie nous a fait peut-être revoir alors déjà, nous a fait revoir nos projets parce que du coup, ça a mis un frein à ces projets-là et on attend effectivement que la situation se stabilise pour envisager ce déménagement. Après, je pense qu'on va rester quand même sur une zone, on va laisser l'entreprise dans sa localité, enfin sur sa région, enfin sa petite localité, parce qu'elle a son histoire en fait. Et l'histoire est là-bas et je pense que ça c'est important aussi pour développer l'entreprise, mais tout en gardant son histoire, et ça je pense que c'est nécessaire. Donc oui, développer l'entreprise, donc aménagement des locaux ou déménagement, voilà, donc ça c'est le projet en cours, avec effectivement il faudrait investir sur du nouveau matériel, mais il y a plein d'idées sur des produits et sur des circuits de distribution, il nous reste plein de choses à explorer. L'international a complètement été mis de côté, parce qu'effectivement avec la pandémie, l'international s'est arrêté, donc ça prend du temps. L'entreprise n'était pas du tout sur l'international, donc ça prend du temps. Donc là, rien n'a été commencé, donc il y a tout ce volet-là vers lequel on pourrait effectivement évoluer aussi. Je sens qu'il y a une bonne pile à idées aussi sur le bureau. Il y a une bonne pile à idées. Et quel conseil tu aurais à donner à celles et ceux qui ont potentiellement envie d'entreprendre, qui ont cette petite voix qui leur dit d'y aller mais qui n'osent pas encore? Alors, oser, ça c'est sûr, il ne faut pas hésiter. Ne pas avoir peur, de toute façon on vous dira toujours non. Il y a toujours des gens qui vont dire non. Il y aura toujours des bons conseils qui ne sont pas super utiles. Il y a toujours des bons conseils qu'on ne croit pas utiles. Et puis 3 ans après, on se dit « Ah ouais, tiens, on me l'avait dit, mais je n'ai pas voulu l'entendre. » En fait, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut entreprendre tôt, parce qu'on a moins de barrières en fait. Donc je pense que ça, il faut pas hésiter.
Ouais, il faut se lancer. Et puis alors moi, franchement, il n'y a pas de différence homme-femme sur les métiers. Ça, il faut arrêter de croire ça. Il faut faire ce qu'on a envie. Il faut faire. Enfin, moi, j'aurais pas repris l'entreprise si le produit me plaisait pas. Donc, il faut aller vers un produit qui nous plaît. Voilà, une activité qui nous plaît, enfin, que ce soit manuel, technique, enfin voilà, mais quelque chose qui nous plaît et il faut oser. Et oser vite. Et oser vite, c'est bien entendu. Où est-ce qu'on vous retrouve? Où est-ce qu'on retrouve vos produits? Alors, on retrouve les produits dans toutes les épiceries, enfin toutes les épiceries, non, j'aimerais dans toutes les épiceries fines, mais dans beaucoup d'épiceries fines sur La Rochelle d'ailleurs, en grande surface aussi, et dans le circuit La Ruche qui dit oui. Ok, ça marche. Et sur le site internet? Site internet, bien sûr, avec une vente en ligne. Et le site c'est? lamoutarderie.fr. Parfait. Nathalie, merci beaucoup et à très bientôt. Donc il y a une question de quelqu'un du public qui demande si quand tu as repris l'entreprise, tu avais déjà une idée du produit ou que tu voulais entreprendre dans tous les cas. Alors je voulais entreprendre, je voulais reprendre. En fait moi je voulais pas créer, je voulais reprendre une activité, mais ça c'était par rapport à mon expérience passée. Donc je voulais reprendre une activité alimentaire, parce qu'effectivement j'étais dans l'agroalimentaire. Je connaissais l'entreprise et ses produits, mais je voulais les faire évoluer. Et oui, j'aimais ce que pouvaient devenir les produits. Voilà. Donc, sur cette ligne produit, en fait, on va dire condiments et confiserie. Après, il est vrai que je ne serais pas allée reprendre une entreprise dans la viande, ou par exemple dans le poisson. Sur ce type de secteur d'activité, il y avait des secteurs d'activité qui me plaisaient moins. Est-ce que j'ai répondu à... Ouais, voilà. Ouais. Il y a des secteurs d'activité qui m'attiraient moins que d'autres, par des difficultés, en fait, voilà, de métier. En fait, je ne me voyais pas être face à des abattoirs, enfin voilà, des choses comme ça, et être dans le froid tôt le matin, avec les mains dans le poisson, enfin ça non plus. Enfin voilà, c'était des... Voilà, qui ne me correspondaient pas, que je respecte complètement. Je mange du poisson et de la viande sans problème, mais je ne me voyais pas effectivement faire mon métier. Ouais, ok. Alors par contre, je pense qu'il est important que le produit plaise à la personne. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour travailler dans ce milieu, et notamment dans ce milieu alimentaire? Pour reprendre une entreprise, il faut passer un... Alors c'est pas un diplôme, il faut passer c'est pas un test, le terme m'échappe, auprès de la Chambre des métiers, donc sur la partie comptabilité, pour pouvoir effectivement gérer une entreprise. Un stage, une attestation. C'est un stage, une attestation, voilà, pour effectivement pouvoir reprendre une entreprise. Mais ça, c'est pour l'ensemble des métiers, me semble-t-il, de reprise, pas que en agroalimentaire. Donc ça, c'est plus sur la gestion. Voilà. Sur la partie... Après, le métier de chef d'entreprise est tellement différent. C'est-à-dire que si on a une personne qui produit, on peut reprendre une entreprise et ne faire que la gestion et la commercialisation, sans toucher même aux produits. Voilà. Ce qui était plus mon cas. Mais après, moi, à la base, je suis ingénieur qualité en agroalimentaire, donc j'étais un peu dedans déjà. Voilà. Donc pas spécialement dans ton cas pour le coup. Voilà, c'était pas mon cas. Enfin, il n'y avait pas besoin de repasser. Moi, je n'avais pas besoin de repasser parce que j'avais déjà ce diplôme-là. Mais voilà, sauf effectivement, j'étais pas formée en comptabilité, et donc j'ai dû suivre cette formation obligatoire, voilà, à la Chambre de commerce et des métiers. Alors, tu as pour le moment effectivement une commercialisation qui est plutôt locale, mais tu as parlé de cette envie d'aller à l'international. Est-ce que tu as identifié, ou vous avez identifié un besoin au niveau international? Pourquoi avoir cette envie d'aller au-delà de nos frontières? Je vais répondre en deux temps. Déjà, je pense, et la pandémie nous l'a prouvé, je pense qu'il est très important d'avoir des clients très différents, qui correspondent à des secteurs d'activité très différents. J'aurais été très très mal si mon activité ne concernait que la restauration, pendant effectivement les 2 ans qui viennent de se passer.
Moi, j'avais la chance, effectivement, quoique, j'aurais peut-être eu des aides, que je n'ai pas eu, en fait. Moi, j'avais la chance, effectivement, de travailler avec la grande surface, enfin, ouais, avec les grandes surfaces, avec les épiceries fines. Bon, certes, beaucoup ont été fermées, hein, parce que sur un secteur touristique, ça a été pas mal impacté. Je travaillais un peu avec la restauration. Voilà, donc je trouve intéressant pour une entreprise et pour un chef d'entreprise d'avoir effectivement des circuits de distribution différents, parce que s'il y en a un qui flanche, il y a toujours les autres où on peut s'accrocher. Voilà, donc, mais ça, c'est mes sécurités à moi. Après, donc ça, c'est mon expérience réseau, parce que j'ai emmené effectivement les chefs d'entreprise à l'international. Je trouve très intéressant pour une entreprise d'aller se frotter, surtout quand elle est petite, d'aller se frotter à l'international, parce que ça donne une ouverture d'esprit sur ce qui se passe à l'extérieur, très intéressante. Ça permet aussi de se remettre en question, de travailler un petit peu différemment, d'être très organisé, enfin de mieux s'organiser, parce qu'il faut être très organisé pour travailler à l'international. Voilà, donc c'est un petit peu un challenge en fait, parce qu'effectivement je ne suis pas encore super organisée pour travailler à l'international, mais ça demande effectivement un cadre spécifique. Et je pense très intéressant d'avoir une petite niche marché à l'international. Pareil, pas faire au 100% international, mais d'avoir une petite niche marché, parce que c'est aussi sympa d'aller à l'étranger voir ses clients. Donc je pense que c'est aussi une ouverture et un peu aérer l'esprit du chef d'entreprise d'avoir aussi ce type de marché. Après, j'avais pu voir, moi, lors de mes salons, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire des salons en Chine, à Dubaï, et aux États-Unis, à Londres et au Canada, de voir effectivement que ce type de produits français pouvait intéresser effectivement ces marchés-là et ces pays-là. Ouais, donc il y a quand même un intérêt international qui est présent. Sur effectivement la gastronomie française. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.